Voilà, tiens. Ouais, voilà. Attention avec ta planche. On mollit pas, vous deux. Je vous ai à l'œil. Et les briques, là-bas, elles vont s'empiler toutes seules. Lambi! Elle est pleine. Pourquoi tu t'arrêtes? On a déjà du retard. Ils me font penser à des gargouilles. Vu la façon dont ils sont crispés, je pencherais pour un empoisonnement. Oui, c'est une hypothèse judicieuse. Avec du cyanure, peut-être. Ce qui expliquerait qu'ils aient les poings serrés. Pourquoi leur peau a cette couleur? C'est sûrement dû à l'humidité du sol. Les gens se suicident souvent avec du cyanure. Peut-être que c'est le cas ici. Et comment auraient-ils pu s'enterrer ensuite, George? Très bonne remarque. On les aurait tués alors? En jugé par leur état, je dirais que ça remonte à environ 2 semaines. Ça m'étonnerait. Avant, il y avait un atelier à la place de ce trou. Quelqu'un a pu les enterrer en ayant découpé le plancher. Non, Lambi ou moi, on aurait remarqué un détail pareil. Quand avez-vous démoli l'atelier? On a enlevé le plancher pas plus tard que ce matin. Alors ils étaient déjà là quand on a bâti l'atelier? Sauriez-vous à quand cela remonte? Si ma mémoire est bonne, je dirais que ça fait 5 ans. 5 ans? Donc ils ont passé tout ce temps sous terre et ils sont encore en parfait état de conservation. 5 ans sous terre sans se décomposer? Comment est-ce possible? Ce sol est constitué essentiellement de mousse des marais. Des marais? C'est de la tourbe, quoi. Exact. Son acidité agit un peu comme un conservateur. Ce milieu humide et sans air empêche la matière organique de se décomposer. Jamais entendu parler de ça. Un cas similaire a justement été recensé cette année. On a retrouvé une jeune fille dans une tourbière aux Pays-Bas et elle était en excellent état. D'accord, je veux bien vous croire si vous le dites. Donc quelqu'un a bâti l'atelier pour qu'on ne retrouve pas les corps. L'ancien patron de l'usine, sans doute, un certain James Kirkham. J'ai demandé à George de le trouver et d'enquêter sur ses activités. Où est-il? Je lui ai pourtant dit de faire vite. Vous avez raison. Parce que dans une affaire vieille de 5 ans, une seule minute peut faire toute la différence. C'est remarquable. J'ai déjà reçu plusieurs télégrammes d'universitaires et de conservateurs de musées me réclamant des détails. Normal, c'est plutôt rare comme trouvaille. À ce propos, saviez-vous qu'on a découvert le corps momifié d'une jeune fille? Dans une tourbière des Pays-Bas, en parfait état, comme c'est le cas ici. Voilà, oui. À part ça, vous avez du nouveau? Eh bien, comme vous le voyez, il s'agit d'un homme et d'une femme auxquels je donne environ 40 ans. Comment avez-vous déterminé leur âge? Grâce à des petites rides aux endroits où la peau est repliée sur elle-même. Les cheveux gris poussent plus ou moins tard, mais l'épiderme vieillit régulièrement. Autre détail intéressant, leurs organes internes sont quasiment intacts, tout comme les aliments qu'ils avaient dans l'estomac. Aliments qu'ils n'ont pas eu le temps de digérer. On dirait de la viande, des pommes de terre et des oignons. Ainsi que du cyanure, chez l'un comme chez l'autre. On les a bien empoisonnés. Étaient-ils mari et femme? Ou frères et sœurs? Ils ont le même âge, leur dernier repas était semblable, ils vivaient certainement sous le même toit. Oui, et il y a ça aussi. Un appareil dentaire que j'ai trouvé sur la femme. Est-ce que ce sont des dents humaines? Non, ce sont des dents de chèvre, ou bien celles d'un veau. De toute évidence, le dentiste chez qui elle est allée avait une technique archaïque. C'est peut-être parce que c'était des immigrants venus d'Europe de l'Est. Très bien, en tout cas c'est un excellent début. Oh, j'allais oublier. Je tenais à garder le meilleur pour la fin. C'est fou, on dirait qu'il me regarde. Oui, je sais, il est très réussi. Ça doit être compliqué de ne pas le faire tomber. Vous imaginez un peu la scène? Lors d'un dîner romantique, tout à coup, pop, votre œil de verre tombe dans le potage. Pas celui-ci, Georges. Sa forme particulière lui assurait un maintien parfait dans l'orbite de notre homme. Et j'ai cru remarquer qu'il portait une sorte d'estampille. De quoi voir les choses d'un œil neuf, vous pensez? Georges, j'ai avec moi une très jolie jeune fille qui souhaite vous voir. Ah? Penny, oh, doucement. Ce sera tout, je vous remercie, Higgins. Oh, ce que je suis contente de te voir. Le trajet était tellement long et il y avait une de ces odeurs dans le wagon, mais finalement, c'est passé vite. Elle est grande, cette ville, dit. Ça m'a surprise. Oh, et c'est fou comme t'as l'air sérieux en uniforme. Est-ce que c'est un œil de verre? Oh, ça alors, j'ai l'impression qu'il me regarde. Une parente à vous, Georges? Tout à fait, monsieur. Permettez-moi de vous présenter ma cousine, Penny Renton. Penny, voici l'inspecteur Murdoch. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle. Et moi donc, inspecteur. Dans presque toutes ses lettres, Georgie me raconte ces idées de génie que vous avez, Penny, les expériences Penny, que vous menez, et comme quoi il Penny. rêverait de devenir comme vous un de ces Penny, jours-ci. excusez-la, monsieur, c'est un vrai moulin à paroles.
Elle vient de Belleville pour suivre des cours de secrétariat. Oh, alors je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. Si ça ne vous gêne pas, j'aimerais maintenant entretenir seul à seul avec l'agent Crabtree. Oh, l'agent Crabtree, oui, bien sûr. Je vous laisse. À propos des lettres, elle en rajoute un peu, je ne suis pas... Il n'y a pas de mal, George. J'ai mené ma petite enquête sur l'ancien patron de l'usine, et à mon avis, ce qu'il fabriquait devrait vous intéresser. Ah, bien. Il faudrait également que l'on déniche un maximum de détails sur cet œil de verre, qui l'a fait, quand et pour qui. Comptez sur moi, j'aurai l'œil à tout, monsieur. Je crois qu'une mise au point s'impose. Écoutez, je l'ai déjà dit à votre collègue, nous ne vous donnerons aucune photo des corps ni aucun détail concernant cette enquête. Et ça, oui. Rappelez-moi plus tard si ça vous chante. Mais je vous répondrai exactement la même chose. Merci. Au revoir. Satané journaliste. C'est le 3e depuis ce matin qui s'intéresse à vos momies. Pour un trésor enfoui, je comprendrais, mais pour des cadavres... Qu'est-ce que c'est? Des informations sur James Kirkham, le patron qui a construit l'atelier là où on a enterré les corps. C'était une usine de galvanoplastie? Est-ce que ça peut nous aider? L'un des électrolytes dont on se sert couramment en galvanoplastie est un soluté de cyanure. Le poison utilisé pour tuer ces gens. Pensez-vous que ça pourrait être des ouvriers? Apparemment, Kirkham était très dur avec ses employés. Cherchez qui a été porté disparu à l'époque. Les vérifications sont déjà en cours. Ce Kirkham a un tempérament violent. On l'a déjà arrêté 2 fois pour harcèlement et 3 fois pour voie de fait. Ça se tient. Il les zigouille et construit l'atelier. Ni vu ni connu. Non, mais c'est une plaisanterie. Je suis là à cause d'un atelier. Atelier en dessous duquel 2 personnes ont été retrouvées enterrées. Et vous croyez que j'ai quelque chose à voir avec ça? On les a empoisonnées avec du cyanure, produit dont vous vous serviez à l'usine. Oui, mais pour la galvanisation et non l'alimentation. Ces personnes ont été tuées, monsieur Kirkham, puis enterrées sous un atelier que vous avez construit. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. Vous aviez pas mal de dettes, n'est-ce pas? J'en ai toujours. Vos créanciers venaient-ils vous réclamer leur argent à l'usine? Je ne peux pas répondre, désolé. Je vous demande pardon? Je me retrouve bien malgré moi impliqué dans plusieurs litiges civils. Et mon avocat m'a formellement défendu de donner des détails sur les procédures en cours à qui que ce soit. Seriez-vous en train de faire délibérément obstruction à mon enquête? Loin de moi cette idée. Je vous dirai tout ce que vous voudrez à propos de mon atelier. 2 personnes sont mortes assassinées, et je pense que vous avez des informations à ce sujet. Alors soit vous me dites ce que... Monsieur, je peux vous parler? Je suis au beau milieu d'un interrogatoire, George. C'est pour cette raison que je vous interromps. Comment ça? J'ai réussi à remonter la piste de l'œil de verre. Il a été fait par un oculariste nommé Brian Winston. Or, celui-ci a mis un terme à son activité en 1850. Ça fait près de 50 ans. Réexpliquez-moi ça. 1850 est la date limite à laquelle notre homme a pu se faire poser sa prothèse. S'il avait alors 18 ans, âge auquel l'orbite a atteint sa forme définitive pour recevoir un œil de verre sur mesure, et qu'il est mort à 40, 1872 est donc la dernière année où on a pu le tuer. Bien avant qu'on bâtisse l'usine de galvanoplastie. Ce qui innocenterait Monsieur Kirkham. Et les corps étaient parfaitement conservés même après tout ce temps. Exactement. 25 ans. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir une enquête pour arrêter un grand-père? Vieillesse ne vaut pas amnistie. 2 personnes ont été empoisonnées. Le moins que nous leur devions, c'est de découvrir pourquoi on les a tuées. Et si leur assassin est toujours vivant, je trouverai qui c'est. Cette carte a été établie en 1888. Là, vous avez l'usine de Monsieur Kirkham. Et la croix représente les corps? Tout à fait. Quant à celle-ci, elle date de 72. La dernière année où nos 2 mystérieuses momies auraient pu être tuées. Exact. À l'époque, le quartier n'était qu'un vaste champ. Mais là, il y avait une maison, à une vingtaine de mètres de l'endroit où on a découvert les victimes. Quand l'a-t-on détruite? En 80. Messieurs, Alors, ça a donné quoi au cadastre? la maison et les terres alentours ont été vendues par la mairie en 52. L'ancien propriétaire sait sûrement quelque chose sur ces cadavres. C'est peut-être le tueur. George, avez-vous trouvé à qui on a vendu la maison? Oui, il s'appelle Horace Mooney. Vous parlez de la vieille ferme? C'est cela. Vous m'envoyez désolé. J'aurais bien aimé pouvoir vous aider, mais je n'y ai pas remis les pieds depuis que je l'ai vendu. C'était... En 1879. En effet.
Nous avons pu établir que les corps étaient là depuis au moins 1872. Date à laquelle vous y habitiez encore, n'est-ce pas? Ma foi, oui. Dans ce cas, pourriez-vous m'expliquer comment on a pu enterrer 2 personnes à moins de 20 mètres de chez vous sans que vous le remarquiez? Voilà une excellente question. Malheureusement, je n'en connais pas la réponse. Je pense que c'est faux. Alors que vous les ayez enterrés ou même tués auparavant... Tué, inspecteur, je n'ai ni tué ni enterré personne. Il faut me croire, si je pouvais vous aider de quelque façon que ce soit, je le ferais volontiers. Je sais peut-être comment. Les reconnaissez-vous, monsieur Mooney? Comment est-il possible qu'ils soient si bien conservés? Ils sont momifiés. Est-ce que vous les reconnaissez? Non. Ça pourrait être des personnes disparues, des voisins, des ouvriers agricoles? Non. Donc, sur votre propriété, on a enterré les inconnus sans que vous le sachiez? Il faut croire que oui. Ce sera tout. Oui, monsieur Mooney, ce sera tout, pour l'instant. Que pensez-vous de sa réaction quand il les a vus? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il les a observés avec intérêt. Croyez-vous que c'est l'assassin? Je l'ignore. En revanche, je pense qu'il nous cache quelque chose. Mais pour le prouver 25 ans après les faits... J'ai quelque chose qui devrait vous remonter le moral. J'ai d'abord cru que c'était une tache de naissance ou la peau qui s'était décolorée suite à son séjour prolongé sous terre. Sauf qu'en réalité... C'est un tatouage. Un écusson militaire, peut-être? Vous aviez raison. Ça m'a regonflé le moral. Monsieur? Ah, Murdoch. Je viens de recevoir un télégramme du Times à Londres. Ils veulent faire un reportage sur les momies. La nouvelle s'est propagée jusqu'à Londres. C'est faux, pas vrai? La découverte de ces cadavres a une bien plus grande portée que ce que nous pensions. À qui le dites-vous? Qu'est-ce que vous avez là? L'homme que nous avons déterré a sur l'avant-bras un tatouage de type militaire. Qu'est-ce qu'il représente? Vous n'allez pas le croire, monsieur. Mais c'est l'emblème des Rangers de Caldwell, un ancien régiment canadien dissous après la guerre de 1812. 1812? Puisque le docteur Ogden estime qu'il est mort à 40 ans et qu'il devait en avoir au minimum 16 lorsqu'il a rejoint le régiment en 1812, les meurtres ont forcément eu lieu avant 1836. Il y a donc 60 ans. Ce qui blanchit Horace Mooney de tout soupçon. Pourtant, j'étais sûr qu'il mentait. Toronto n'était pas très peuplé en ce temps-là. Non, à peine 10 000 habitants. Un havre de paix devenu aujourd'hui une ville tentaculaire à l'odeur fétide. Voilà à quoi ressemblaient les lieux en 36. Ce ne sont que des champs à l'ouest de Spadina Avenue. Et il n'y avait même pas College Street. Du nouveau, George? En effet. À l'origine, les terres en question appartenaient à Samuel et Mary Blake. En 1815, ils ont construit la ferme qu'ils ont exploitée jusqu'en 1850, quand la mairie les en a expropriés. Pour en faire quoi? Un asile de fous. Mais les plans ont finalement été modifiés. On a construit l'asile sur Queen Street. Et le domaine a été vendu aux enchères en 1852. À Horace Mooney. Eh bien, voilà qui éclaircit un peu le mystère. Autre chose qui va vous intéresser, les Blake avaient une fille, Rebecca. Son nom de femme mariée est Hastings. Elle est toujours en vie et j'ai son adresse. Bonjour. Madame Hastings? Madame Rebecca Hastings? Oui? C'est à quel sujet? Je suis de la maréchaussée de Toronto, inspecteur William Murdoch. Juste ciel, que s'est-il passé? Oh, rien du tout, je suis désolé de vous avoir fait peur. Je viens vous poser quelques questions. D'accord, allez-y. Ce sont vos petits-enfants? Non, arrière-petits-enfants. Charlie Hastings. Inspecteur Murdoch. En quoi est-ce que nous pouvons vous aider, inspecteur? Excusez-moi, madame. Est-ce que vous enseignez à l'école? Veuillez m'excuser. Excusez-moi, madame. Veuillez m'excuser. Veuillez. Ah, d'accord. Veuillez m'excuser, madame. Oui, y a-t-il un problème, monsieur l'agent? Oui. Enfin, non. Je viens chercher ma cousine, Penny Renton. C'est son tout premier jour dans cette Ça école. m'étonnerait fort. Les cours commencent demain. En êtes-vous certaine? Parce que je l'ai déposée ici Elle ce a dû matin, se mais- rendre compte de son erreur et rentrer chez elle, j'imagine.
Oui, sans doute. Au revoir, madame. C'est parfait. Merci, Madame Hastings. Si j'ai souhaité vous rencontrer, c'est pour vous parler de vos parents, Monsieur et Madame Blake. Ça, par exemple. À propos de quoi? Nous avons découvert 2 corps extrêmement bien conservés à l'emplacement qu'occupait leur ferme. Voilà qui est plutôt inquiétant. Apparemment, ces personnes ont été enterrées quand le domaine appartenait encore à vos parents, vers 1836. Je vois. Seulement, je crains de ne pas pouvoir vous aider. À cette époque-là, j'avais quitté la ferme. Et à quel âge en êtes-vous parti? À 15 ans. 15 ans, c'est plutôt jeune pour se retrouver livré à soi-même. Oh, mais je n'étais pas seule, heureusement. Charlie est parti avec moi. Monsieur Hastings, vous viviez aussi chez les Blake. En fait, j'étais à leur service. Mes parents ne pouvaient plus me garder. Alors ils m'ont envoyé travailler à la ferme, en échange de quoi j'étais nourri et logé. Ah, et donc j'imagine que vos parents ne voyaient pas d'un bon œil le fait que vous ayez des sentiments pour l'employé de maison. Non, ce n'est rien de le dire. Quand nous leur avons dit que nous voulions nous marier, là, ils ont laissé exploser toute leur colère. Alors nous sommes partis. Avez-vous gardé contact avec eux par la suite? Non, pas plus que ça. Ma mère est décédée peu de temps après la vente de la propriété. Quant à mon père, il l'a suivi quelques années plus tard. Donc vous ne savez vraiment pas qui pourraient être les 2 personnes que nous avons trouvées? Non, désolé. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir les voir? Peut-être que cela vous rappellerait un souvenir qui nous permettrait de les identifier. Si ça peut vous aider, pourquoi pas? Oh, les pauvres, c'est affreux. Ils sont comme figés dans le temps. Vous les reconnaissez? J'ai beau réfléchir. Non, je regrette. Je n'ai jamais vu ces gens-là de ma vie, inspecteur. Êtes-vous absolument sûr de cela? Certain. Dans ce cas, vous pouvez partir. Je vous remercie d'être venu. C'est bon, pas la peine de me tirer par le bras comme ça. Je peux marcher toute seule. Je l'ai trouvée dans le jardin botanique. Où ça? Comment as-tu pu lancer la police après moi? Elle était en train de parler avec un jeune homme. Pardon? Je lui demandais mon chemin. Qu'est-ce qu'il y a de mal à Amy ça? Elizabeth Harriet Renton, où avais-tu la tête? Ça aurait pu mal tourner. Il ne m'est Je rien ne veux arrivé. pas le savoir. Je suis allé te chercher à l'école et qu'est-ce que j'ai appris? Que tes cours de secrétariat ne commenceront que demain matin. J'étais tellement enthousiaste, je me suis emmêlé les pinceaux. Et pourquoi n'es-tu pas revenu directement ici? C'est parce que j'avais honte. Dès mon premier jour à Toronto, je fais tout de travers. Je t'en prie, Georgie, faut pas m'en vouloir. Merci, Clegorn. Est-ce que tu as faim? Tiens, du pain avec un peu de fromage. Je vais te trouver quelque chose de chaud. Monsieur, j'ai découvert quelque chose qui va vous intéresser. Je vous écoute. J'ai pu me procurer une liste d'officiers ayant servi dans les Rangers de Caldwell, et le propriétaire de la ferme, Samuel Blake, en était un. Vraiment? Si vous voulez mon avis, les corps que l'on a déterrés sont ceux de Samuel et Mary Blake. Bon travail, George. Ce qui veut dire que nous savons qui sont les momies, les parents de Rebecca Hastings. Certes, mais ça signifie aussi que Charlie et Rebecca Hastings sont des menteurs. Les cadavres de la morgue étaient ceux de vos parents, Madame Hastings, et je suis sûr que vous le saviez. Ils avaient l'air tellement différents. Et ça faisait des années que je ne les avais pas vus. Alors sur le moment, je ne les ai pas reconnus. Vous m'avez dit qu'ils étaient morts peu de temps après la vente de la propriété, soit en 1850. Vous avez donc menti. Pourquoi? Vous les avez tués? Bonté divine! Non! Charlie! Rebecca, il faut que nous lui disions la vérité. Vous avez raison. Je n'ai pas quitté la ferme avec Charlie. Ce sont mes parents qui en sont partis. Enfin ça, c'est ce que nous pensions avant de voir leur corps à la morgue. En quelle année sont-ils partis? Aux alentours de 1836. Ils ont disparu sans explication. Nous ne les avons jamais revus ensuite. Et vous n'avez rien dit aux autorités? Oh, quelles autorités! Vous savez, la police à cette époque-là était loin d'être efficace.
En tout cas, pas assez pour qu'on puisse s'y fier. Nous savions qu'il leur était arrivé quelque chose, mais sans pour autant pouvoir dire quoi. Nous nous sommes fait passer pour eux en imitant leur signature sur le contrat de vente. Depuis, nous vivions dans la crainte d'être démasqués. Est-ce que vous allez nous arrêter? Non, pas pour contrefaçon. Mais mon enquête sur ce double meurtre est toujours ouverte. Oh, monsieur! D'après les archives de la Société d'aide à l'enfance, Charlie Hastings n'était pas le seul enfant travaillant à la ferme des Blake au moment de leur disparition. Il y en avait 3 autres. Ah, et ils sont encore vivants? Oui, tous. Y compris un certain Horace Mooney. Trouvez-les et faites venir tout le monde ici. Entendu. Monsieur? Monsieur? Oh. Désolé de vous déranger, mais il y a un appel pour vous. Ah, encore un journaliste? Celui-ci est du New York Times. Le New York Times? Passez-le-moi. Bien, monsieur. S'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai reçu un appel à l'université m'enjoignant de me rendre ici au plus vite. Je m'appelle Michael Webster. Non. Je vous demande pardon, madame? Mais si, on dirait bien. Oui, c'est notre petite canaille. La dernière fois qu'on m'a appelé comme ça, c'était... Alice! Mais enfin, je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter. L'inspecteur aimerait encore vous parler, monsieur Mooney. Horace, c'est moi, Michael. Et Alice est là aussi. Oh, ça pour une surprise. Quel drôle d'endroit pour des retrouvailles, mais mieux vaut tard que jamais. Je me demande pour quelle raison on nous a demandé de venir ici. Est-ce que vous savez quelque chose? À la morgue, vous avez dit que vous ne reconnaissiez pas les corps de Samuel et Mary Blake, mais vous viviez avec eux. Je ne les ai pas reconnus, c'est la vérité. Tout simplement parce que j'avais 5 ans la dernière fois que je les ai vus. Et ensuite, ils sont partis. Vous n'avez pas cherché à savoir où? Pas vraiment, non. J'avoue que j'étais soulagé. Ils étaient cruels. Du jour au lendemain, ils n'étaient plus là. Et vous n'avez jamais eu de nouvelles d'eux? Non. Et je dois dire que ça m'était complètement égal. Je vous trouve dur. Parler d'eux comme ça. Après tout, monsieur et madame Blake étaient comme vos parents. J'ai perdu père et mère à 10 ans. Eux avaient seulement ma garde. Vous ne supportiez pas de devoir travailler pour manger? Je ne supportais pas de devoir travailler 18 heures par jour dans les champs. Et le pire, c'est qu'on se faisait battre après. Ils vous cognaient? Les Blake étaient d'odieux personnages. Jamais ils ne nous faisaient un sourire ou même un compliment. Et pourtant, un jour, vous avez racheté leur ferme. Pourquoi avoir fait ça si vous en gardiez de si mauvais souvenirs? Parce que, après la disparition des Blake, je n'y ai plus eu que des bons souvenirs. Rebecca et Charlie étaient comme une mère et un père pour nous autres. Nous formions une famille. Que vous rappelez-vous de votre dernier jour avec les Blake? Le dernier souvenir que j'en ai, c'est celui du vieux en train de punir la pauvre Alice à coups de ceinture. Je ne l'avais pas mérité. Il s'est cogné l'orteil contre une chaise qu'il m'a accusé d'avoir mise devant le vaisselier pour voler des friandises sur l'étagère du haut. Mais de ça, j'étais innocente. Et le lendemain, il n'était plus là. Selon vous, qui les a tués? Je n'en ai aucune idée. Navré, inspecteur. Je ne connais pas la réponse. Je l'ignore. Et surtout, je m'en moque. Nous étions tous contents de ne plus les voir. Leurs histoires correspondent. À leur âge, ils ont encore une bonne mémoire. Sauf en ce qui concerne la mort des Blake. Là-dessus, ils peuvent très bien avoir dit la vérité. Si les Blake avaient des ennemis, les enfants ne le savaient pas forcément. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'Alice, Horace et Michael mentent pour protéger les Hastings. Ou bien ils ont tous tué les Blake pour se protéger mutuellement. Je ne sais pas quelle pensée est la pire. Imaginez que ces gentilles personnes âgées aient pu commettre un double meurtre ou qu'ils l'aient fait étant enfant. Et quoi qu'il en soit, nous sommes en voie de découvrir ce qui s'est passé dans cette ferme et qui y a été impliqué. Allez-vous-en, mesdemoiselles, vous n'avez rien à faire là. Rentrez chez vous. Bonne fin de journée. Bonjour, madame. Monsieur l'agent, vous venez chercher mademoiselle Renton? Oui, et j'espère que je ne me suis pas encore trompé de jour. Non, toutes mes félicitations. En revanche, c'est l'heure qui n'est pas bonne cette fois. Si je ne m'abuse, madame, j'ai bien 45 minutes d'avance. Les cours se terminent à 3h30, mais pour le savoir, il lui fallut d'abord vous renseigner.
Pourtant, je suis sûr que Penny m'a dit 4h30. Écoutez-moi bien, ces jeunes filles n'ont pas la moindre faculté de concentration et elles ont tendance à se disperser si elles ne reçoivent pas de consignes précises. Je comprends. Consignes que vous avez omis de lui donner. Je suis navré. Penny est plus raisonnable d'habitude. Ce serait plutôt à vous de la raisonner. N'est-ce pas là ce que l'on attend d'un tuteur? Si, vous avez raison. Merci, je pars de suite à sa recherche. Une dernière chose. Mademoiselle Renton est partie dans cette direction. Ah, merci, vous êtes bien aimable. Va voir ce qu'elle va voir. Penny, tu peux me dire ce qui se passe ici? Georges! Ôte tes pattes de ma cousine, toi! C'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Oh, mais je vois très bien le tableau. Ce mâle en rut était sur le point d'abuser d'une jeune fille innocente. Oh, je t'en prie, j'ai quand même... Écoutez, monsieur, je voulais Je seulement... sais ce que tu voulais, espèce de dégoûtant. On devrait te mettre dans un enclos à taureaux. Tu vas me suivre au poste. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Cet homme, ce gamin, est en état d'arrestation. Pour quelle raison? Pour outrage public à la pudeur. Nous ne sommes pas dehors, que je sache. Et les rideaux, alors? Qu'est-ce que les rideaux viennent faire là-dedans? Ils sont transparents, et n'importe qui de pudique qui verrait ça se sentirait outragé. Allez, toi, avance. Là, c'en est trop. Georges Crabtree, laisse-le tranquille, tu m'entends? Si je fais ça, c'est pour ton bien, Penny. Attends, Clarence, c'est l'amour de ma vie. Ne sois pas ridicule, tu es là depuis à peine 2 jours et vous venez de vous rencontrer. Je le connais depuis 6 mois. Ah, donc l'école n'était qu'un prétexte pour le voir? Non, je suis venue étudier, mais aussi concrétiser mon amour pour lui et je... Ne t'énerve pas, tu lui annonces ça de but en blanc. C'est tout à fait normal qu'il le prenne Je mal. te remercie. Et je ne t'ai pas donné la parole, je ne veux plus t'entendre, compris? Georges, est-ce que tout va bien? Oui. Désolé pour le boucan, je procède simplement à une arrestation. Monsieur, un homme a appelé depuis le chantier. Il semblerait qu'on ait découvert un autre corps. Quoi? Après 2 adultes, c'est un enfant qui se fait bazarder comme un vulgaire détritus. Ce cadavre est différent des autres. Je ne pense pas qu'on l'ait bazardé, comme vous dites. Il porte une tenue de baptême et il est enveloppé dans une couverture. On l'a enterré avec amour. S'il y a de l'amour dans cette fosse, je ne le vois pas. Et Blake aurait-il eu un second enfant? Ça m'étonnerait. Mary Blake a subi une hystérectomie, probablement suite à une hémorragie du postpartum à la naissance de Rebecca. En tout cas, on ne l'a pas enterré aussi près d'eux par hasard. D'où la question. À qui est ce bébé? Je crois que j'ai la réponse. Je vous en prie, ça suffit. C'est bien votre enfant, alors. Nous l'avions appelé Martin. Ça nous a brisés. Il avait à peine 6 mois quand il... Il avait une insuffisance cardiaque congénitale, vous n'y êtes pour rien. Pourquoi ne pas lui avoir donné une vraie sépulture? Nous étions si jeunes, sans aucun adulte pour nous conseiller. Nous pensions que nous nous étions mal occupés de lui. Veuillez conduire monsieur et madame Hastings au poste de police. Ils sont officiellement inculpés de meurtre. Oh non! Non, 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 non. William, je vous l'ai dit, cet enfant est mort de cause naturelle. Et on l'a enterré à même pas 3 mètres du couple Blake. Ce n'est pas une coïncidence.
Donc s'ils les ont enterrés... C'est qu'ils les ont également tués. Monsieur Hastings, vous m'avez menti depuis le début. Oui, nous avons enterré ses parents, mais nous ne souhaitions pas leur mort. C'est vrai, nous voulions nous suicider en fait. J'ai du mal à comprendre. Nous faisions notre possible pour garder cette histoire d'amour secrète. Mais quand Rebecca est tombée enceinte, nous n'avions plus vraiment le choix. Quand ils ont appris la nouvelle, mes parents étaient furieux. Ils étaient prêts à le faire arrêter par la police, en l'accusant faussement de vol. Et il y avait pire encore. Ils voulaient que Rebecca ingère un produit pour se débarrasser du bébé. Nous avons songé à fuguer, mais nous n'avions nulle part où aller. Rebecca m'a dit de partir, mais je ne pouvais pas la laisser avec eux. Et donc nous n'avions aucune échappatoire. Si ce n'est de vous suicider. Oui. Comment deviez-vous vous y prendre? Il y avait un stock de cyanure dans un coin. On s'en servait comme pesticide. Et j'en ai volé un peu. Avec le cyanure, nous avons préparé une potion que nous avons mise dans un vieux flacon de laudanum. Les parents de Rebecca avaient l'habitude d'en prendre quelques gouttes tous les soirs. Ça les aidait à s'endormir. L'idée nous est venue alors d'en mettre dans notre breuvage empoisonné, en espérant que ça rendrait la mort moins douloureuse. Nous nous sommes fait un dernier baiser et nous nous sommes endormis. Mais le lendemain, vous vous êtes réveillé. Nous nous demandions pourquoi notre plan n'avait pas fonctionné. Et nous avons compris en voyant mes parents. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur tragique. Par inadvertance, j'avais interverti le flacon de cyanure et celui de laudanum. Rien ne les différenciait l'un de l'autre. Nous étions paniqués, alors sans réfléchir, nous avons enterré les Blake dans leur jardin. Et nous avons dit aux autres qu'ils avaient quitté la ferme sur un coup de tête. Si Charlie avait accidentellement interverti les deux flacons, les Blake auraient alors bu du laudanum mélangé à du cyanure. Dans ce cas, ne devrait-il pas avoir du laudanum dans le corps? Indubitablement. Mais il n'y a rien. Seulement du cyanure. Je crains qu'il ne mente encore. Ah, je voulais tellement croire les Hastings. Je sais. C'est triste. Que va-t-il leur arriver? Va-t-on les pendre? Si vous voulez bien m'excuser, Julia. Les Blake n'avaient aucune trace de laudanum dans le corps. Vous n'avez jamais interverti les flacons. Et ce n'était pas un accident. Mais je vous jure que nous vous avons dit toute la vérité. Je pense que l'un de vous est directement impliqué dans la mort de ces gens. J'ignore lequel. Peut-être qu'il ne l'a même jamais avoué à l'autre. Mais ne croyez-vous pas qu'il est temps de mettre les choses au clair? Je veux que tu m'arrêtes. C'est ça. George Crabtree, arrête-moi immédiatement. Pour quel motif? Je m'apprêtais à accomplir l'acte charnel avec un garçon. Penny! Tu m'as demandé de t'héberger sous des prétextes mensongers. Nous voulons nous marier, George. Je l'aime, tu comprends? Voyons, qu'est-ce que tu connais à l'amour? Tu n'as que 16 ans. Je suis presque une adulte. Oui, mais tu agis comme une fillette. Oh, ça te va bien de dire ça. Tu as arrêté Clarence sans raison valable, si ce n'est que tu étais en colère. Je t'en prie, George, il faut que tu le relâches. Non, je regrette. Il a essayé de te compromettre et pour ça, je dois l'inculper. Mais il aura un casier judiciaire après. Et comme il veut faire des études de médecine, ça va briser sa vie. Oh. Si je rentre chez mes parents en promettant de ne plus le voir, tu veux bien le relâcher? Et l'école de secrétariat? Je me débrouillerai autrement, tant pis. Je l'aime trop pour qu'il ait sa vie détruite uniquement par ma faute. Il mérite mieux que ça. Je t'en prie, libère-le. L'un des deux est coupable, ou bien ce sont les deux. Alors inculpez les deux. Les preuves sont insuffisantes, d'autant plus qu'aucun jury ne voudrait les condamner. Un gentil couple d'octogénaires. Et la vieillesse qui ne vaut pas amnistie, ça vient de vous? Auriez-vous oublié? Je m'en souviens très bien. Mais en admettant que l'un d'eux ait bien permuté les flacons et que l'autre soit innocent, il y aura toujours un doute. Et s'ils maintiennent leur version des faits... Dans ce cas, confondez-les. Interrogez-les séparément et faites-en passer un aux aveux. Mais comment? Vous trouverez bien une solution. Vous allez y arriver, Murdoch. J'en suis persuadé. Je vous remercie. Monsieur,
Le journaliste du New York Times est en ligne. Il propose que votre entrevue ait lieu à 20h au Clarendon. Dites-lui que c'est parfait. Un entretien? Avec un journaliste? Il est venu de New York pour se tenir informé de l'affaire. De quelle affaire exactement? La découverte de dépouilles momifiées ou l'enquête pour meurtre qui en a découlé? Les deux, j'imagine. Oui, on ne peut pas parler de l'une sans l'autre. Ah. Vous souhaitez donc une issue positive pour l'enquête? Oui, bien entendu. Pas vous? Les yeux du monde entier sont braqués sur nous. Justement, connaissant votre répugnance pour la presse, je vous propose d'aller à cette entrevue à votre place. C'est gentil de votre part. Mais j'ai besoin de vous sur ces meurtres. Excusez-moi, messieurs. Charlie Hastings demande à vous parler. Écoutez, je l'avoue, c'est moi qui les ai tués. J'ai permuté les flacons délibérément. Je n'ai pas rajouté de laudanum au cyanure. Je suis allé dans la cuisine et j'ai interverti les 2 flacons. Je l'ai fait exprès. Je voulais qu'ils meurent. Est-ce que vous seriez prêt à signer vos aveux? Oui. Seulement que les choses soient bien claires. J'ai agi tout seul. Rebecca n'a jamais rien su de mes projets. Bien. Georges, prenez un crayon et une feuille de papier. J'ai besoin de vous pour recueillir sa déposition. Monsieur, Rebecca Hastings veut vous voir. Elle est en salle d'interrogatoire. C'est moi qui ai assassiné mes parents. Vraiment? Je n'étais pas d'accord pour me suicider. Je voulais vivre avec Charlie, pas que nous mourions ensemble. Mais je savais qu'il ne voudrait jamais mettre mon plan à exécution. Plan qui était? De substituer le flacon de cyanure à celui de laudanum. J'ai volontairement tué mes parents. Je vois. Je résume. Si chacun avait interverti les flacons, le second échange aurait annulé le premier. Donc, ils ne peuvent être sincères tous les deux. Reste à découvrir lequel nous a fait de faux aveux. Si Rebecca avait permuté les flacons et que Charlie avait fait le mélange, alors nos amoureux auraient aussi bu de cyanure. Et seraient morts avec les Blake. Mais si seul Charlie intervertit les flacons, les Hastings vivent et les Blake meurent. Donc c'est lui le coupable. À moins que les deux ne nous aient menti. Imaginons que Charlie soit passé aux aveux pensant couvrir Rebecca et qu'elle ait fait de même. Il n'est pas impossible qu'ils veuillent se sacrifier l'un pour l'autre. Ah, mais s'ils mentent tous les deux... C'est qu'ils disent la vérité alors. Du moins concernant leur suicide. Mais les Blake auraient eu du laudanum dans le corps. Alors que non. Et si l'un des autres enfants avait fait l'échange? Oh, ce que vous êtes pénible. Nous l'avons, le tueur, c'est Charlie. Répétez ça. Oui, il se pourrait que ce soit l'un des autres enfants qui ait fait l'échange. C'est une bonne remarque. Georges, faites-les tous revenir ici. Madame Hastings, vous affirmez avoir substitué le cyanure au laudanum à l'insu de tout le monde. Mais je crois que vous essayez simplement de protéger votre mari. Non, je vous ai dit la vérité. Et je crois aussi que M. Hastings fait la même chose en votre faveur. Il a raison. Restent comme suspects les autres enfants de la ferme. Vous aviez tous la possibilité de commettre ce crime et surtout immobile. Les Blake étaient tellement méchants que vous avez du mal à en parler, Monsieur Webster. Madame Nugent, vous avez été durement corrigée le soir même où les Blake sont morts. Et enfin, nous avons le petit Horace Mooney, qui prétend ne rien se rappeler parce qu'il n'avait que 5 ans à cette époque. Vous étiez le plus jeune, mais le plus petit également. Alors, est-ce que l'un de vous peut me dire où était le flacon de laudanum sur ce schéma? Mes parents avaient l'habitude de le ranger dans le vaisselier. Où ça? Sur l'étagère du milieu. L'étagère du milieu. Bien. Madame Nugent, vous avez reçu une correction ce soir-là parce que Monsieur Blake vous soupçonnait d'avoir volé des friandises. Où étaient rangés ces bonbons? Sur l'étagère du haut, dans un bocal. Sur l'étagère du haut. Et pourquoi sur cette étagère en particulier? Parce que je pouvais facilement atteindre les autres. Vous pouviez atteindre les autres, y compris celle où était posé le laudanum. Oui.
Dans ce cas, vous n'aviez pas besoin d'une chaise afin d'attraper et de manipuler le laudanum. Non. Pourtant, ce soir-là, il y en avait bien une devant le vaisselier. Oui. Monsieur Hastings, quand vous avez fait votre mélange, est-ce que la chaise était là? Je n'en ai pas souvenir. Et si elle avait été là, je l'aurais rangée sans doute, par réflexe. Mais alors, que faisait-elle devant le vaisselier? La seule personne qui aurait eu besoin de cette chaise afin d'atteindre l'étagère du milieu, autrement dit celle où était le laudanum, ne pouvait être que le petit Horace Mooney. Qui? Oh, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est ridicule. Où êtes-vous allé chercher ça? Il a raison. Je ne me souviens pas de grand-chose concernant cette période, mais je me rappelle bien ce soir-là. J'ai entendu une conversation entre Charlie et Rebecca. Ils disaient qu'ils voulaient disparaître. Vous les avez surpris en train de planifier leur suicide. Ils ont vu à quel point j'étais effrayé. Alors ils m'ont expliqué qu'ils allaient simplement boire une potion magique d'invisibilité qui les ferait disparaître pendant quelque temps. Nous lui avons dit que c'était un peu comme la potion du bonheur que les Blake prenaient le soir. Le laudanum. Oui. Et vous ne vouliez pas qu'il disparaisse, je suppose. Non. À un moment, ils sont sortis de leur chambre. Et j'en ai alors profité pour m'y glisser avec un flacon tout neuf de potion du bonheur que j'avais pris dans le cellier et que j'ai mis à la place de ce que je croyais être leur potion magique. Donc, quand j'ai versé de leur laudanum dans notre cyanure, je n'ai fait que... Qu'ajouter du laudanum à du laudanum. J'ai fait en sorte que Charlie et Rebecca ne nous laissent pas seuls. Mais ça ne suffisait pas. J'ai raison, monsieur Mooney? Je craignais que tant que les Blake seraient là, Rebecca et Charlie essaient de disparaître à nouveau. Donc vous avez donné aux Blake la potion d'invisibilité de Charlie et Rebecca, celle qui contenait le cyanure. Après que Charlie est reparti de la cuisine, vous avez interverti le laudanum avec la potion magique. Mais pour atteindre l'étagère, vous avez dû monter sur une chaise que vous avez laissée là. J'étais trop jeune pour comprendre le double sens de disparaître. Alors, quand le lendemain, Charlie et Rebecca nous ont dit que les Blake étaient partis, et que dès lors, ce seraient eux qui allaient s'occuper de nous, j'ai pensé que j'avais réussi. Et tu as gardé ce secret pour toi durant toutes ces années? Ça a dû être un poids terriblement lourd à porter pour un petit garçon. Je n'y ai pas pensé plus que ça. Il m'a fallu des années avant de comprendre ce que j'avais fait. Et entre nous, je dois dire que je ne regrette rien. Maintenant qu'il vous a dit ça, que va-t-il lui arriver? Eh bien, je ne pense pas que l'on condamnera un homme, tout ça parce qu'il a mal interprété le sens d'un mot quand il avait 5 ans. Non, vous avez raison. Vraiment? Je peux partir, c'est sûr. Mais oui. Vous êtes tous libres. Laisse-moi t'embrasser. Monsieur, il est presque 20h, vous n'avez pas oublié? Oh, bon sang. Qu'est-ce que je vais dire au New York Times? Que l'affaire est bouclée, mais que personne n'a été arrêté? Vous n'avez qu'à éblouir ce journaliste en lui donnant une explication scientifique du processus de momification. Murdoch, citez-moi une seule fois où vous m'avez entendu parler de science. Tenez-vous-en au fait, tout ira bien, monsieur. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. Je présente bien? Franchement, vous êtes très élégant. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Oui. Penny, Clarence, pas si vite, vous deux. Écoutez, je sais que vous vous dites amoureux. mais on est amoureux. D'ailleurs, C'est bon, je te crois. Seulement, je ne veux pas que vous vous emballiez. J'ai donc rédigé une liste de conditions. Tant que vous ne serez pas mariés, vous devrez accepter d'être chaperonné à toute heure. est-ce que c'est tout? C'est un tout petit sacrifice à consentir quand on s'aime vraiment, vous êtes d'accord?
D'accord. D'accord, oui. Merci, Georgie. Je prendrai bien soin d'elle. Bon, allez, ça suffit, c'est que je travaille ici, moi. Je me demande comment se passe l'entrevue de l'inspecteur. À merveille, j'imagine. Il est très sentimental dès qu'il s'agit d'histoires romantiques. Il saura mettre ça en avant. Vous trouvez que celle-ci est romantique? Absolument. Des malheurs qui ont frappé ces gens, une nouvelle famille est née. C'est important pour vous, non? La famille. Ça, oui. J'ai vécu une enfance on ne peut plus chaotique. Et c'est de là probablement que me vient ce besoin d'avoir un jour une famille très unie. Vous méritez de connaître ce bonheur. Vous également. Oui. Si c'est ce que vous voulez. Mais est-ce votre souhait? Oui. Oui, bien sûr.